La food divise, mais la table continue et continuera longtemps, en tout cas on l'espère, à nous rassembler. Le Food Morning en tout cas continue à rassembler les acteurs de notre industrie et TF1 Pub fait partie justement des partenaires fidèles du Food Morning. TF1 Pub qui explorait en juin dernier les ressorts du lien social avec la patronne de Whisperers. Ils nous font le plaisir ce matin justement de venir partager un petit peu des enseignements sur le rôle des marques, des médias et de la food dans leur capacité à rassembler les communautés. Je vais appeler sur scène Laurent Bliot et Feriel Karoui. Bonjour à tous. Alors, je vais laisser de côté la nourriture pendant quelques minutes pour plus me concentrer sur le lien social. On l'a dit, on est dans une société qui est fragmentée, donc quelles seraient les recettes et quels seraient les bons ingrédients pour nous rassembler et nous réunir? Alors, on a besoin, pour un bon lien social, on a besoin de confiance, on a besoin de communication, d'un bon zeste de réciprocité, d'empathie, d'un ingrédient qui devient malheureusement de plus en plus rare, je trouve, la tolérance et la disponibilité. Alors, pour vous montrer que la nourriture peut être aussi source de division, je vais vous demander d'être audacieux, petit sondage très rapide et spontané, à partir d'un aliment qui est souvent très segmentant. Alors attention, roulement de tambour, la pizza hawaïenne. On en pense quoi de la pizza hawaïenne? Alors, je vais vous demander très rapidement de lever la main qui trouve que c'est une idée formidable. Ouais, qui trouve que c'est une aberration culinaire. Oui, alors du coup, on est un petit peu loin de ce qui a été fait en termes de pourcentage sur l'ensemble des Français. Eux sont un peu plus à l'approuver de ce que j'ai pu voir dans la salle. 40% des Français approuvent la recette hawaïenne. Alors qu'est-ce que ça dit de notre division? La conclusion est un peu violente. Ça veut dire qu'il y a une partie des Français qui ont mauvais goût et l'autre qui est snob. Pour paraphraser Bourdieu, le goût, c'est le dégoût du goût des autres. Donc, en tout cas, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Donc, on est un petit peu divisé. Donc là, on va dire que c'est une division soft qui peut amener à des discussions intéressantes. Par contre, là où ça crispe un petit peu plus, c'est quand il peut y avoir un débat politique derrière. Donc, est-ce qu'on est plutôt team avocat d'eau ou plutôt team saucisse? Là, c'est un peu plus problématique. Je me passe du sondage, je vous mets à l'aise. Surtout qu'on peut le voir dans les signaux faibles. Quand vous êtes entre amis ou entre collègues, celui qui commande un plat de viande, de plus en plus, se targue d'un petit commentaire. Oui, mais j'en commande qu'au restaurant. Oh, j'ai un peu moins pris l'avion cette année. Voilà, un petit signal faible comme ça, on a besoin de justification. Donc, il n'y a pas que la culpabilité des calories quand on commande un plat. Et je ne vous parle pas quand on est taxé d'écologiste et qu'on est pris en flagrant délit de commander un plat carné. Alors là, c'est plumer goudron sur les réseaux sociaux. En tout cas, on manque un petit peu de tolérance. Est-ce qu'on ne va pas vers un communautarisme alimentaire aussi? On peut se poser la question avec des sites de rencontres qui permettent de faire rencontrer des gens qui partagent le même régime. Donc Vegli, en l'occurrence, qui partage, comme son nom l'indique, des préférences alimentaires véganes. Tinder a aussi activé une option plant-based et ça oblige finalement les autres qui n'ont pas vraiment cette considération à afficher leurs préférences alimentaires, comme cet anonyme qui nous dit son amour des tacos et des câlins. Le souci, aujourd'hui, on en a parlé, on a plein d'options pour se nourrir. On sait envoyer des fusées sur la Lune, mais on ne sait toujours pas très bien quoi manger. En tout cas, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui est bon pour nous. Mais le plus gros souci, c'est que finalement, on ne mange pas la même chose au même moment et au même endroit. Alors, une statistique un peu triste nous dit que seulement 48% des Américains dînent ensemble. Ça veut dire que les autres mangent souvent devant un écran et souvent seuls. Alors la buanderie et la salle de bain n'a pas encore été citée, c'est peut-être un espoir pour la civilisation. En tout cas, c'est important de se rassembler et finalement de repartager un repas, c'est de commencer à repartager des solutions ensemble. Mais quoi manger? Alors je me tire un peu une balle dans le pied en vous disant ça, mais ne suivons pas trop les tendances. On l'a vu avec l'avocado toast, on s'est tous mis à manger des avocats, résultat déforestation, perte de biodiversité, problèmes sociaux. Donc on peut se renseigner finalement sur les espèces qui sont là en plus grande disponibilité. La sardine en fait partie, sauf que maintenant ça devient... Bon, c'était non seulement un plat fin du mois, mais si tous les hipsters commencent à en manger dans les bars néo-PMU, néo-bistrot,
On va créer aussi un stress sur la sardine, qui est aussi l'aliment de plus gros poissons. Donc laissons-la tranquille et intéressons-nous peut-être à des espèces invasives. Alors, je vous en ai choisi quelques-unes. Alors, vous avez au choix la méduse, l'écrevisse américaine, qui est peut-être culturellement plus acceptable, ou le ragondin, qui faisait quand même partie de l'alimentation de nos ancêtres. Alors, le premier problème, c'est déjà où en trouver. Perso, j'en ai pas vu dans mon monop avenue de Flandre. Il n'y avait pas de ragondin à l'étalage. Donc, la chaîne d'approvisionnement, c'est un peu compliqué. Et puis, culturellement aussi, il faut quand même s'y mettre. Alors, bonne solution, avec un bémol. Certains scientifiques nous disent que en prenant les plus gros spécimens de ces espèces qui sont invasives, on laisse la place aux plus petites pour se développer. Donc ça peut être une bonne solution, mais avec un petit bémol. Alors, solution Marie-Antoinette, c'est de se dire, finalement, la nourriture, elle est disponible à tous et elle est partout. Sauf qu'on n'a pas le savoir, en fait. On a perdu ce savoir rural et paysan, à savoir les orties, ça a les mêmes propriétés, plus ou moins, que les épinards. Sauf que pour trouver des orties qui ne soient pas polluées ni par des pesticides, ni par des urines de chiens, en général, il faut aller quand même un petit peu loin et en plus en prendre en grande quantité. Donc si vous vous trouvez en forêt et que vous êtes en mode survie, sachez que si vous la prenez par-dessous la feuille, il n'y a pas de propriété urticante, donc vous pouvez la prendre sans vous piquer, vous la roulez, vous la mettez dans votre molaire et puis après, vous continuez parce que pour les apports caloriques, il va falloir quand même en manger beaucoup. Mais ça va être une solution. Et puis, finalement, se réintéresser à ce que faisaient les anciens. On a des réflexes culinaires, finalement, c'est pas pour rien. Pour ceux qui choisissent de manger de la viande, mettre du romarin, ça peut être un réflexe, mais en même temps, c'est bon pour la santé, parce que ça vous permet de mieux digérer la viande. Et si vous mettez des carottes avec de l'avocat, le carotène sera mieux absorbé grâce au gras de l'avocat. Donc ça, c'est une tendance de plus en plus populaire aux États-Unis, qui revient, parce que c'était déjà un peu présent, de trouver les super pouvoirs des aliments qui vont bien ensemble. Alors moi, j'aimerais bien, alors s'il y a des industriels dans la salle, qu'on me dise, par exemple, le calcium de mon gruyère, avec quoi il va être boosté. Et malheureusement, les pâtes, c'est pas la solution, il paraît. Alors, maintenant qu'on a vu quoi manger, en tout cas des solutions sur quoi manger, voyons avec qui manger. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on le sait, on l'a dit, la nourriture peut fédérer, même si elle a des parties qui divisent. Et les marques l'ont bien compris. Alors ici, des exemples avec des marques de luxe comme Burberry, par exemple, qui veut réaffirmer ses racines britanniques et qui a fait un pop-up pour que vous puissiez goûter un breakfast à l'anglaise. Donc vous auriez remarqué sans saucisse pour pas créer de polémique, mais c'est aussi Louis Vuitton qui fait des pâtisseries pour réaffirmer aussi le savoir-faire à la française. Alors c'est pas que dans les marques de luxe, c'est pas forcément que dans du brand stretching. On a aussi des marques un peu plus mainstream, comme 1664 qui créent des pop-up. Vous pouvez déguster une bière, assister à un concert, faire un cours de yoga. En tout cas, il y a cette véritable volonté de rassembler les communautés. Alors Fleury Michon, on parlera peut-être aussi tout à l'heure avec le 25 était un bar à jambon, mais finalement c'est un peu sous-exploité par les marques parce qu'on communique énormément sur le digital, mais la nourriture au final c'est quand même fait pour être partagée et surtout pour être mangée en réel, on ne mange pas du digital. On peut aussi mélanger les invités. Et ça, on l'a vu, on l'a mis dans notre étude, on a insisté aussi pour mélanger des personnes qui pensent différemment de nous. C'est vrai qu'on est en télétravail, on mange de moins en moins à la cantine avec ses collègues, donc comment fait-on pour rencontrer des gens différents ? Donc il y a plein d'initiatives, notamment Dinner, qui vous permet de rencontrer 9 hôtes inconnus pendant le partage d'un repas. On le voit aussi sur les réseaux sociaux. On veut sortir des algorithmes et rencontrer des gens qui sont un peu différents de nous. Et puis Maison de la conversation aussi, qui vous propose de rencontrer des inconnus autour d'un sujet donné. Alors on a parlé aussi de la table des chefs pour avoir une diversité culturelle, mais aussi Cuisine sans frontières, qui peut être sur un principe similaire avec une vocation sociale derrière. Alors, en petite conclusion, vous avez vu que, en tout cas, j'insiste beaucoup sur la diversité à la fois sociale, culturelle et culinaire. Et ça m'amène à se dire que finalement, les anciens avaient déjà un peu tout écrit. Vous avez certainement entendu parler des zones bleues. Les zones bleues, ce sont des zones où il y a la plus forte concentration de centenaires qui vivent bien. Alors, il y en a 5 qui ont été identifiés dans le monde et on s'aperçoit que ce qu'il y a de commun à ces personnes qui vivent bien et longtemps, c'est qu'elles ont une alimentation variée, de saison, locale, qu'elles la partagent avec une communauté et qu'elles ont aussi un exercice qui n'est pas intense, mais plutôt modéré, mais quotidien. Et c'est un peu les principes d'Épicure, à ne pas confondre avec l'hédonisme, Épicure qui prenait l'ataraxie, à savoir une vie avec de la sobriété et sans excès. Et finalement, cette équation, si on mélange la diversité et la sobriété, on a une place assez large pour être créatif et donner vie à plein d'idées. Justement, finalement, c'est dans la contrainte et des idées différentes que l'on va être le plus créatif. Donc, je vous laisse, si vous êtes intéressé, scanner notre étude qui est un peu plus large, qui est marque
et médias au cœur du lien social pour justement mettre en avant ce sujet de l'importance de nous réunir et de nous retrouver. Et je laisse la parole à Laurent qui va nous expliquer en quoi TF1 participe aussi à notre réunion. Merci Feriel. Alors, je vais faire la page de pub, mais ne vous inquiétez pas, ce sera pas très long et puis il ne faut pas regarder tous les chiffres. Néanmoins, ce qu'il faut voir quand même, c'est que la télévision, à la fois par rapport aux caractéristiques de diffusion live, large, broadcast, gratuite, et par rapport au device qui sert à regarder la télévision, le poste de télé, c'est un média collectif. Donc, c'est là où on peut faire effectivement le lien avec l'idée de fédérer les gens et d'avoir, on va dire, les communautés les plus larges possibles. Quelques chiffres à retenir, la télévision, même si son audience s'érode, on ne le cache pas, c'est toujours près de 90% des Français qui sont touchés par elle toutes les semaines. Et ce que vous voyez dans le petit coin de la diapo en bas à droite, c'est sur l'axe vertical, c'est la couverture de la télévision tous les jours, sur les 25-49 ans cette fois, puisque c'est vrai que les 50 ans et plus sont encore plus addicts à la télévision. Et sur l'axe horizontal, c'est la durée d'écoute. Donc, le bleu, c'est la télé, le rouge, c'est YouTube et ses amis, le jaune, c'est Netflix et ses amis, le jaune un peu foncé, et le jaune clair, c'est la vidéo sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram, par exemple. Donc voilà, on a quand même encore ça pour nous. Maintenant, il faut qu'on continue à en faire un assez bon usage pour que ça dure, puisque effectivement, on est un peu concurrencé de toutes parts par des gens qui peuvent avoir des ciblages un peu plus précis, on va dire, et qui peuvent détourner certains de nos publics de notre bel écran. Alors, on a une ambition, elle a été réaffirmée par Rodolphe Belmer récemment, c'est celle-ci. Donc, c'est une grosse ambition, en fait, et une des choses qui nous caractérise, effectivement, c'est la gratuité. Bon, alors, c'est vrai que jusqu'à il y a quelques années, c'était pas très différenciant, mais aujourd'hui, ça le devient de plus en plus. Et c'est vrai que ce positionnement de réunir la famille avec du divertissement, on va dire bon enfant, et de la fiction et de l'information, c'est ce qui fait notre ADN et c'est ce qui nous permet effectivement d'avoir une position assez fédératrice. Comment on fait ? C'est vrai qu'on essaye d'équilibrer la grille. Ce que vous voyez là, c'est que en termes d'équilibre des principaux genres, c'est quelque chose à quoi on fait vraiment attention, puisque c'est ça aussi un des ingrédients de la recette, de pouvoir continuer à toucher toutes les catégories de personnes, quand bien même on en touche un peu moins qu'avant. L'idée, c'est de continuer à toucher toutes les catégories de personnes. Donc, c'est vraiment cet équilibre-là qu'on essaye de réaliser au quotidien, particulièrement sur la chaîne TF1. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a 5 chaînes gratuites, mais c'est vrai que ce que je dis aujourd'hui, ça s'applique vraiment à la chaîne TF1, dont c'est la vocation d'essayer de continuer à fédérer le plus de monde possible. Alors, c'est les 3 piliers qui nous permettent de le faire et sur lesquels on pousse les feux. Le live, bien sûr, c'est-à-dire tout ce qui est événement en direct. Il n'y a pas mieux que la télévision pour regarder ça. Et bon, je pense que vous avez tous à peu près en tête les derniers scores du rugby. C'était 13 millions le dernier match. Ça a été près de 15 millions le match d'ouverture. Et je pense que là, le prochain match, ça risque d'être encore plus haut. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un meilleur endroit pour regarder ça que sur un poste de télévision. Le local, alors quand on dit le local, c'est la production locale de fiction. Puisque c'est vrai qu'en termes de production mondiale de fiction, là, on ne peut carrément pas lutter. Mais en termes de production locale, et il y a un fort attachement des Français à la production locale, on essaye, on va dire, de rester dans la course. Et jusqu'à un certain point, on y arrive assez bien. Enfin, c'est vrai que ce grand écran, qui est généralement positionné dans le salon, c'est un lieu de rassemblement un peu plus, j'allais dire, confortable qu'un mobile ou qu'un ordinateur. Ça, c'est pour vous montrer ça, qui montre qu'effectivement, tous ces efforts portent quand même relativement leurs fruits. Et ce qui peut paraître contre-intuitif, c'est qu'en fait, la part d'audience de TF1, elle est plus forte sur les 15-24, c'est là où elle est la plus forte. Et vous voyez que c'est sur les 60 ans et plus qu'elle est la plus faible. Alors après, tout ça, c'est relatif, puisque les 15-24 regardent beaucoup moins la télé qu'avant. Donc c'est vrai de rester fort sur quelque chose qui s'affaiblit, c'est une demi-satisfaction. Et c'est pour ça que
on a conscience que ces habitudes, elles vont pas évoluer, on va dire, dans un sens favorable au programme généraliste et de flux. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a mis en place depuis 1 an maintenant, puisqu'on a changé de... Rodolphe Belmer est arrivé il y a 1 an, un programme d'accélération digitale qui est vraiment très massif. Je ne fais pas le détail, mais on a beaucoup travaillé, et qui vise effectivement à prendre une place majeure dans l'univers du streaming. Puisque aujourd'hui, MyTF1, tel que vous le connaissez, c'est pas une plateforme de destination en fait. C'est j'ai raté un truc sur TF1 ou sur TMC ou que sais-je encore, je vais aller le revoir sur MyTF1. C'est pas suffisant en fait. Donc les codes du streaming n'y sont pas, la longueur des droits n'est pas appropriée, l'UX comme on dit n'est pas celle d'une plateforme de streaming. Donc là, on va lancer au début de l'année une nouvelle plateforme avec effectivement pour ambition d'être une plateforme de destination plus qu'une plateforme de rattrapage pour pouvoir continuer effectivement à être performant sur tous les publics, y compris les... Voilà.